Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et de séries pour le plus grand plaisir. Justement, aujourd'hui, on va parler de plaisir, d'un plaisir intense, un film que j'aime d'un amour inconditionnel. Car, vous savez, il y a des films, comme ça dans la vie, qui nous attachent, qui nous ensorcellent, et qui, dès la première seconde, dès les premières images, vous savez que ce film sera culte en vous, sera ancré dans votre ADN, et surtout un réalisateur en particulier. Et ce réalisateur en particulier, c'est Tony Scott. Depuis très longtemps, je n'ai jamais caché mon amour que j'ai pour ce réalisateur. Un réalisateur à la fois arty, qu'à la fois justement pop et fun, et justement souvent calibré malheureusement aux films d'action. Alors certes, ce cher Tony a fait pas mal de films d'action, je peux en concevoir, justement, notamment de Top Gun, à Flic de Beverly Hills, Passant de Jour de Tonnerre, True Romance, et c'est Alabama, et plein d'autres. Mais c'est un réalisateur justement qui a une patte, et une patte qui manque cruellement au cinéma, et justement dans tout ce qu'elle peut avoir de stylistique. Et franchement, je vais vous dire une chose, il y a des films que j'aime éperdument, et celui-là en fait clairement partie. Les Prédateurs, c'est une œuvre totalement unique, totalement différente, justement, et je trouve qu'il y a un parfait point de ralliement, justement, de montrer à quel point un film peut diviser certains, notamment des frères. Car vous savez que ce cher Tony Scott n'est pas un inconnu. C'est un réalisateur justement très reconnu, notamment dans le monde de la publicité à l'époque, mais aussi surtout frère d'un certain Ridley Scott. Ridley Scott, très connu à l'époque justement pour des films comme Les Duellistes, Alien ou Blade Runner, et justement au moment où ce film sort, il est en train de faire The Legend. Donc Ridley Scott est implanté depuis quand même 1977, alors déjà avec un passif justement dans ta publicité avec son frère. Ce cher Tony Scott, justement, arrivera bien plus tard sur le projet. Le projet est une adaptation littéraire, justement, où beaucoup de réalisateurs sont passés par là. On peut citer notamment le réalisateur anglais Alan Parker, dont je vous conseille vivement de regarder le travail, avec notamment pas mal de chefs-d'œuvre. On voit vraiment une émergence de pas mal de réalisateurs anglais, justement, dans cette lignée, que ça soit Ridley, Tony, ou encore ce très cher Alan Parker. Et il se voit proposer justement Les Prédateurs. Les Prédateurs, justement, est une adaptation littéraire qui parle notamment du mythe du vampire. Du vampire, justement, qui a évolué avec le temps. Parce qu'à l'époque, nous revenons dans les années 80, le mythe de vampire est très vieillot, très old school dans la manière d'être. Car si vous dites vampire dans les années 83, ce n'est pas vampire aujourd'hui. Ou encore, il y a encore une dizaine d'années. Parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même des entretiens avec la vampire, on a eu pas mal de séries, justement, et même des fois dans le plus comique du vampire. À l'époque, le vampire est ringard. C'est Bela Lugosi, justement, avec ce vieux film, limite le plus respecté, et Nosferatu, de Murnau. Il y a aussi les films de la Hammer, qui ont rajouté cette tension un peu plus sexuelle, mais clairement sont ancrés dans une époque très quand même victorienne dans l'idée. Ce qui est très intéressant, c'est de ramener ce mythe du vampire d'une manière totalement nouvelle, et justement avec un nouveau travail. Et c'est pour ça que, sans doute, que le réalisateur Tony Scott a été pris aussi pour une démarche visuelle et totalement différente. Car je n'ai pas peur de dire que dès les premières secondes des Prédateurs, je n'ai pas l'impression d'être dans les années 80, comme je pourrais l'être vraiment ancré dans des films comme Top Gun, ou encore Le Flic de Beverly Hills 2. Là, je sens vraiment qu'on est sur une autre esthétique. On est beaucoup plus proche à la frontière des années 90. Dès les premiers, avec cette musique rock très lourde, très ground, presque du grunge justement dans l'idée, avec justement cette dimension à la fois très sexuelle justement, avec ces deux acteurs extraordinaires que sont Catherine Deneuve et David Bowie, va nous ramener justement dans une esthétique très 90, très blasée de cuir, de lunettes, et justement cette ambiance très noire, qui vraiment n'aurait rien dénigré, notamment dans des films des années 90. C'est pour ça que je fais un point très important sur ce domaine-là. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait ce film, justement dès son début, annonce aussi les thématiques. L'amour, la sexualité, le plaisir, la chasse. Perpétuelle chasse, justement.
Et oui, justement, parce que nos deux personnages sont des vampires. Donc ont soif de sang pour pouvoir exister. Mais justement, ce qui leur permet d'exister n'est pas que le sang. C'est aussi l'amour. Car le personnage de Catherine Deneuve est très particulier. Pour la simple bonne raison que c'est elle qui fournit l'immortalité. Tant qu'elle est amoureuse et attachée à la personne qu'elle aime, cette personne peut vivre éperdument, des millénaires, des milliers, des centaines d'années, justement pour profiter avec la personne qu'elle aime. Mais si elle se lasse, la personne est destinée à vieillir et à s'effacer. L'amour est perpétuellement, justement au cœur de tout de ce thriller fantastique absolument magnifique. Justement, faut sublimer justement à quel point aussi c'est transgressif d'amener notamment une Catherine Deneuve, à l'époque dans cet univers très sombre, très noir. Alors justement, cette très chère Catherine Deneuve, à l'époque, nous sommes en 83, nous sommes pas sur la Catherine Deneuve encore d'aujourd'hui. Elle vient juste d'être olé justement de son César du dernier métro. On la connaît surtout pour Peau d'âne, Belle de jour, Les parapluies de Cherbourg. Très grande star en France, même internationale. Mais globalement, c'est une actrice justement qui a amené à une certaine imagerie, de femme responsable, de fille sage. Et là justement, il y a ce côté vraiment une idée de salir un peu son image, de l'amener plus dans la sphère underground. Et justement, c'est là que c'était très intéressant de la manier avec un homme comme David Bowie. La rockstar qui à l'époque est en pleine explosion, très jeune, nous montre à quel point son glam rock justement imbibe ce film de toutes parts. Et justement, c'est pour ça que ces choix d'acteurs sont très intelligents, d'amener justement des personnages comme ça pour permettre justement de salir encore plus cette ambiance. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand une fois que le personnage de Bowie va être un peu délaissé par le personnage de Catherine Deneuve, son personnage s'appelle Myriam, cette chère jeune, jouée par David Bowie, va vieillir très très vite. Et justement, va lutter justement pour pas mourir, parce qu'il a envie de vie, parce qu'il a encore envie d'amour. Il vit d'amour pour Myriam. Mais malheureusement, cet amour s'estompe. Le temps détruit tout, comme dirait Gaspard Noé. L'amour détruit tout aussi, au point qu'il lutte perpétuellement. C'est intéressant justement au personnage de Suzanne Sarandon, dont le personnage s'appelle Sarah, qui joue justement une scientifique justement qui lutte justement contre le vieillissement prématuré. Et justement, le personnage de Myriam va s'attacher au ce personnage de Suzanne. Justement, l'amour va aller d'un cycle à un autre, jusqu'à la détruire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, là où John l'aimait pertinemment, Suzanne, elle est différente. Va s'amener alors justement quelque chose de très transgressif pour l'époque, un amour lesbien. Je vous ramène que nous sommes quand même un peu moins de 10 ans avant Bones, plus d'une dizaine d'années avant Bones. Des sœurs Wachowski. Rarement, l'esprit lesbien était aussi filmé d'une certaine façon. Nous sommes encore quand même de très longues années avant Mademoiselle de Park Chan-wook et d'autres films aussi intéressants sur justement de montrer de femmes au cinéma. Et justement, je trouve que le film est précurseur sur ça, de montrer une sexualité beaucoup plus ouverte. Justement, parce qu'on parle notamment d'un couple, on parle notamment de libertinage presque justement dans le début du film. On parle de lesbianisme justement à un moment, dans cet aspect justement de cette sphère justement très intéressante qu'est le vampire. Le vampire est très sexualisé, sensualisé, beaucoup plus que dans les films dans la Hammer, qui sont quand même ancrés dans une époque. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on se rapproche beaucoup plus des films des écrits de High Rise, dans l'idée des personnages justement très érotiques, très séducteurs justement, mais un peu plus en quête d'amour, beaucoup moins cynique que chez les High Rise. On est très loin des vampires de Twilight, bien sûr. Globalement, c'est un film qui est très intéressant sur beaucoup de points, et c'est pour ça que ce podcast, léger justement, pour vous donner envie de voir le film, ce qui va vous sublimer tout ça, pour moi, c'est qu'une chose, l'imagerie de Tony Scott. Tony Scott, pour moi, a vraiment ce côté beaucoup plus intéressant que son frère. Alors déjà, je trouve que la carrière de Tony Scott, malheureusement mort beaucoup trop jeune, à l'âge de 68 ans en 2012, amène une véritable perte justement au cinéma. Et c'est ça qui est justement un parallèle avec son frère.
son frère, justement, a ce côté beaucoup plus victorien, comme j'aime l'utiliser ce terme. Là où, par exemple, ce très cher Ridley barre sur un côté un peu plus victorien, comme je l'utilise encore, avec notamment les duellistes, Alien, Blade Runner. Il y a cette manière, justement, un peu plus victorien, justement, de cadrer, de miser. C'est beaucoup plus propre. Alors que ce cher Ridley est peut-être un autre visage de l'Angleterre, d'une certaine façon. Pour la simple bonne raison que je trouve que Tony est beaucoup plus punk que son frère Ridley. C'est vraiment un esprit de la mouvance punk. Et c'est là qu'on voit que les quelques années qu'il a avec son frère, justement, amènent justement deux visions totalement différentes, justement. L'un est né en 86, et l'un est né en 44. Donc forcément, 7 ans d'écart. Et ces 7 ans d'écart sont intéressants parce que c'est peut-être ce qui va amener une certaine mouvance, d'autres idéologies, justement, et qui va amener notamment une certaine vision différente. Là, beaucoup plus punk pour ce cher Tony, qui justement, si vous le voyez au fur et à mesure des styles, justement, alors certes très propre, beaucoup plus de filtres et tout ça, une technique très à l'anglaise, comme on pouvait le faire à l'époque, et sorti de la pub. Mais c'est là que moi je trouve que le génie justement, de Tony a évolué. Notamment avec des films qui viendront bien plus tard, notamment Man on Fire, Domino, justement ce court-métrage Agent Orange ou The Wire, Beat the Devil, justement, c'est un court-métrage publicitaire pour BMW que je trouve absolument incroyable, que d'ailleurs vous pouvez trouver disponible sur YouTube. Soyez curieux justement de voir à quel point les styles des deux frères sont totalement différents. Je trouve que ce film marque véritablement, justement, une patte unique dans le cinéma. Alors certes, d'autres le prendront à peu près dans la même façon. Je peux citer notamment Alan Parker, qu'on retrouvera un peu plus cet ADN, on va dire, dans un film comme Angel Heart, profondément lié à l'amour, dans les ténèbres les plus noires. Et c'est ça que je trouve intéressant. De savoir que ce cinéma est très intéressant sur beaucoup de points. Il y a tellement de choses à dire, je ne rentre pas dans tous les détails pour tout simplement pas vous gâcher le visionnage de ce film. Mais ce film offre tellement de choses. Même si vous aimez ce film, vous en sortirez justement avec une sensation d'avoir jamais vu ça au cinéma. Vous n'aimez pas le film, vous vous direz, au moins j'ai vécu une expérience assez perturbante et intéressante. Parce que pour moi, le cinéma de Tony Scott est intéressant. Pour moi, le cinéma de Tony Scott est pour moi un des cinémas les plus sous-estimés de l'histoire du cinéma. Car c'est un grand cinéaste. Un cinéaste malheureusement mort trop tôt et qui nous a laissé justement des œuvres absolument incroyables. Il y a très peu de carrières que je peux citer sans un mauvais film. Pour moi, Tony Scott est un réalisateur qui n'a fait aucun mauvais film. Et je vous conseille vivement le visionnage de ses œuvres. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Bonne journée à vous.